Bonjour à tous, Anouk Bisdorf. Je m'occupe de la consultation des angiomes à la Riboisière, qui est une consultation multidisciplinaire. Et j'ai le plaisir de vous présenter donc Claudine Massoni, qui est angiologue et que je tiens à remercier parce qu'elle a accepté de faire ce topo pour expliquer un peu les explorations Doppler dans les malformations vasculaires et qui est d'une aide précieuse hebdomadaire pour nos consultations. En effet, je voulais souligner vraiment l'importance du Doppler dans le diagnostic des malformations vasculaires. Je sais que l'apprentissage du Doppler prend déjà de base du temps. Celui des malformations vasculaires est encore un peu plus long parce qu'il faut bien comprendre la clinique pour ensuite bien pouvoir répondre à nos demandes au fait qu'on a en consultation multidisciplinaire. Et c'est souvent des examens qui sont très longs en temps si on veut vraiment le faire précisément. Et notamment, ce qui nous aide le plus, c'est ces cartographies qui permettent d'aider le radiologue, mais également le chirurgien ensuite de décider s'il vaut mieux faire une surveillance clinique ou si on peut tenter un traitement par radiologie interventionnelle ou sinon par chirurgie. Donc, c'est vraiment un peu le deuxième œil du clinicien. Et donc, je voulais insister sur cette collaboration qui existe entre les angiologues, les cliniciens, les radiologues, les chirurgiens. Et c'est vraiment indispensable pour nous. Donc, merci beaucoup, Claudine. Et je suis sûre que vous allez avoir des idées beaucoup plus claires concernant les différentes malformations à la fin du topo. Merci. Merci à toi, Anouk. Voilà, donc ma pratique, c'est l'écho-Doppler, et en particulier dans les malformations vasculaires. Aujourd'hui, je vais traiter les malformations veineuses et artério-veineuses. L'ISSVA, pardon, j'enlève ça, a fait une classification des anomalies vasculaires en distinguant les tumeurs vasculaires, qui sont des structures tissulaires hypervascularisées, et les malformations vasculaires qui nous concernent aujourd'hui et qui concernent les vaisseaux. Alors, on distingue les malformations veineuses à flux lent, ici, les malformations veineuses communes qui sont les plus fréquentes, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, et les malformations à flux rapide, donc avec des vitesses artérielles élevées, et ce sont les malformations artério-veineuses, ou quand il y a juste un seul shunt, une seule communication artère-veine, on parlera de fistule artério-veineuse qui est beaucoup plus rare. En dessous, ce sont les syndromes combinés où il y a associé aux malformations vasculaires une hypertrophie éventuellement du membre. J'ai des problèmes avec la... Donc, dans un premier temps, on étudie les malformations veineuses communes, donc des malformations à flux lent, à flux veineux. On distingue trois types de malformations veineuses. Les malformations veineuses tronculaires, qui concernent les veines profondes et superficielles des membres, les troncs principaux. Les malformations extratronculaires, qui sont formées d'un groupe de veines qui est situé en dehors des troncs principaux, et les malformations mixtes, qui sont à la fois extratronculaires et tronculaires. Les malformations tronculaires dans un premier temps. Quelles sont les informations que vont donner le Doppler? Tout d'abord, le Doppler permet une description anatomique des principaux troncs de la veine cave inférieure jusqu'en bas, jusqu'au pied, hein, et on va analyser s'il y a une agénésie, une hypoplasie ou un anévrisme de ces troncs. Il faut une étude minutieuse, en effet. On peut avoir une agénésie ou une hypoplasie sur un segment très court, notamment dans une région un peu difficile à explorer en écho-Doppler, c'est la jonction fémoro-poplitée. Donc, il faut être très attentif lors de cette exploration. À l'issue de cette exploration, on va donc donner un schéma, en noir les veines profondes et en bleu clair les veines superficielles.
À gauche, vous voyez la marginale latérale persistante qui est de façon conventionnelle marquée et signalée à ce niveau sur le schéma. Évidemment, on fait une analyse hémodynamique de ces troncs. Sont-ils continents, incontinents? Sont-ils suppléants? En effet, s'il existe une agénésie ou une hypoplasie, une sténose des veines profondes, dont je parlais à l'instant, à la jonction fémoro-poplitée par exemple, eh bien, les veines superficielles peuvent être suppléantes. Et c'est important à connaître pour adapter le traitement. Ces veines peuvent également être non suppléantes, même s'il y a une hypoplasie profonde. Premier exemple, une petite fille qui n'a pas, comme vous voyez sur le schéma, pas d'insuffisance veineuse, mais elle a une maladie anévrismale des veines poplitées et de la grande saphéne. Là, le risque est celui d'une embolie pulmonaire et non pas le risque d'insuffisance veineuse. Un deuxième exemple, un jeune homme de 18 ans qui présente dans le territoire marginal latéral que vous voyez sur la photo un réseau incontinent, et vous observez que la grande saphène ici ainsi que la petite saphène sont normales, continents. Donc il s'agit d'une insuffisance veineuse superficielle modérée dans le territoire de la marginale latérale persistante. Supprimer ces veines est possible. En l'absence, évidemment, on a bien vérifié les troncs profonds que l'on voit en noir sur le schéma. Eh bien, on a bien vérifié qu'ils étaient perméables. Ici, un autre jeune homme qui présente une agénésie et ou une hypoplasie des veines iliaques et des veines profondes du membre inférieur droit, en pointillé sur le schéma. Ce patient présente donc une insuffisance veineuse obstructive. Toutes les veines superficielles sont suppléantes, donc on ne peut pas supprimer ces veines superficielles. Le traitement va être celui de la contention. Vous observez sur le schéma que la grande saphène est représentée en pointillé parce que ce patient a subi un stripping grande saphène. Et la conséquence de ce stripping, c'est le développement d'un ulcère veineux par suppression d'une voie de suppléance. Pour éviter cette complication, il est important d'identifier, avant tout traitement sur les veines superficielles, si elles sont suppléantes ou non. Les veines suppléantes bénéficieront d'un traitement médical, qui est la contention, et les veines non suppléantes pourront être supprimées par phlébectomie, sclérose, laser, radiofréquence. En échodoppler classique, sans manœuvre, on va, par exemple, quand on teste la continence des veines, par compression-relâchement du mollet ou par manœuvre de Parama, il est impossible d'affirmer le caractère suppléant ou non de ces veines. En effet, leur flux en Doppler est bidirectionnel. C'est pour cela qu'on a développé le test de suppléance qui consiste à faire osciller le patient d'avant en arrière sans qu'il bouge les pieds. Pendant ce temps, on occlue la veine que l'on veut éventuellement traiter. On l'occlue à l'aide de la sonde d'échographie et on palpe juste en dessous pour voir, pendant cette manœuvre, pendant cette oscillation et cette compression, pour voir si la pression est modifiée dans cette veine. En effet, si la veine est ferme à la palpation, c'est que cette veine est suppléante. En revanche, si elle est souple à la palpation, cette veine comprimée n'est pas suppléante. On peut donc la supprimer. Premier exemple, un homme de 40 ans qui a une agénésie segmentaire, donc des veines fibulaires et des tibiales postérieures. On a fait un test sur la grande saphène et la petite saphène et on a observé que la grande et la petite saphène étaient suppléantes. Il faut absolument respecter ces veines. Autre exemple, un jeune homme de 25 ans qui a une hypoplasie des fémorales superficielles. On teste la crosse grande saphène, ici la Giacomini, et on observe par compression que ces veines restent en hyperpression. Elles sont donc suppléantes, elles suppléent l'obstacle de la fémorale superficielle. Vous remarquerez, et c'est quelque chose qu'on observe même chez le sujet normal, qu'il y a parfois, on voit en traitement en exploration courante, des hypoplasies de la fémorale superficielle avec une compensation par la profonde entre la veine sciatique et la fémorale profonde. Ici, elle existe, mais elle n'est pas suffisante puisque la crosse grande saphène, la Giacomini et la crosse petite saphène sont suppléantes. En revanche, cette veine, cette varice
elle, n'est pas suppléante. Elle a été testée. Quand je comprime ici, par exemple, la pression baisse. Donc, elle n'est pas suppléante, mais elle est incontinente. On peut, à ce moment-là, traiter cette varice en la supprimant par tout traitement que l'on veut. Maintenant, autre sujet, ce sont les malformations veineuses extratronculaires. Vous verrez, c'est quand même assez différent de ce que l'on vient de voir. La classification de Plec-Dubois, qui est une classification de radiologue interventionnel, distingue 4 types de malformations veineuses. Il y a le type 1, comme on voit sur l'image, qui est une malformation, c'est un amas de veines sans drainage périphérique. Le type 2, c'est une malformation veineuse qui est drainée par des veines normales. Le type 3, c'est une forme mixte, c'est-à-dire qu'on a à la fois une composante tronculaire dysplasique et une composante extratronculaire. Ici, cet amas de veines, c'est la composante extratronculaire. Le type 4, ce sont les veines ectasiques que l'on a vues dans les malformations tronculaires. Nous, on les classe dans les malformations tronculaires. Donc, vous voyez, le type 1 et 2, ce sont des malformations veineuses extratronculaires. Le type 3, c'est une malformation mixte tronculaire, on a déjà vu. Un exemple, le type 3, c'est une malformation veineuse mixte. Vous voyez, cliniquement, il n'y a pas de marque cutanée, il y a une voussure simplement. Le patient se plaint de douleur. Et à l'IRM, on a un hypersignal en T2, la malformation ici extratronculaire dans le muscle, et ici la composante tronculaire ectasique. Qu'est-ce qu'on va apporter avec les codoplaires dans les malformations veineuses extratronculaires? Tout d'abord, quel aspect elles ont en échographie? Alors, c'est un amas de veines de calibre variable, avec ici des flux lents. Vous voyez, l'échelle de vitesse est basse, et ce flux a été provoqué par la compression autour de cette malformation veineuse. Sinon, vous ne voyez souvent pas de flux en couleur. Voilà les différents aspects de ces malformations veineuses extratronculaires. Ici, de grosses veines. Ici, des veines plus petites en amas, avec, vous remarquerez, une composante adipeuse hyperéchogène qui infiltre la malformation, qui est souvent périphérique à la malformation. Ça peut être une veine unique, cela peut être plusieurs veines, cela peut être, parfois, ces veines peuvent être thrombosées, comme ici, ou alors on peut avoir aussi énormément de phlébolites calcifiés. Quelles sont les informations que l'on peut obtenir avec le Doppler avant une sclérothérapie ou une chirurgie? Bien évidemment, on va localiser précisément la malformation. On va faire un marquage cutané en signalant, en faisant une projection de la malformation veineuse, et puis on va y associer souvent une planche anatomique pour préciser exactement l'emplacement de la malformation veineuse, et y compris localiser les nerfs et signaler s'ils sont concernés ou pas. La deuxième information, est-ce qu'il y a des veines perméables et de gros calibre qui pourraient éventuellement faire l'objet d'une embolisation? Troisièmement, est-ce qu'il y a une communication de gros calibre entre la malformation veineuse extratronculaire et les troncs principaux? Ici, vous voyez une large communication entre une malformation veineuse extratronculaire qui est dans le muscle semi-membraneux de la cuisse et la veine poplitée. Quatrièmement, on doit signaler les nerfs qui sont au sein de la malformation veineuse, qui sont au contact d'elle ou qui sont infiltrés par la malformation veineuse. Ici, vous voyez un nerf ulnaire infiltré par la malformation veineuse et dont le calibre a nettement augmenté. En dessous, c'est le nerf normal. Un exemple de marquage préopératoire d'une malformation de type 1, donc extratronculaire sans drainage. Et vous voyez qu'entre le trait en pointillé entre 1 et 2 symbolise le nerf médian dans la malformation veineuse, qui est d'ailleurs dévié par la malformation veineuse, et entre 1 et 1', le nerf médian est infiltré par la malformation veineuse. Ça, c'est important à savoir, notamment pour le chirurgien. Quand
l'exérèse de la malformation veineuse présente un risque d'oblitération artérielle. En effet, par exemple, dans une malformation veineuse mixte du long fléchisseur associée à des veines tibiales postérieures polyénévrismales qui sont représentées par les pointillés, eh bien, lors de l'exérèse complète de la malformation veineuse, il y a un risque d'oblitération de l'artère tibiale postérieure et il est important en préopératoire d'évaluer les suppléances artérielles. Et les suppléances artérielles, c'est exactement la même technique quand on explore les arcades palmaires ou quand on explore le Willis. Quoique non, là je retire ce que je viens de dire, on ne fait pas de compression des carotides. Et on va donc évaluer le flux dans les fibulaires et la tibiale antérieure lors de la compression de la tibiale postérieure. Et si le flux augmente, c'est que la suppléance est correcte. En plus, on examine, on prolonge la compression et on regarde l'état du pied pour voir s'il y a un pâlissement. Maintenant, un diagnostic différentiel, il est important de différencier la malformation veineuse et la malformation artério-veineuse. En effet, dans la malformation artério-veineuse, il y a des shunts artério-veineux. Eh bien, dans les malformations veineuses, on peut aussi observer des shunts artério-veineux qui sont liés aux séquelles de phlébite de la malformation veineuse. Ici, une malformation veineuse étendue dans la loge postérieure de jambe, et vous voyez que le débit dans l'artère poplitée est augmenté avec un flux diastolique permanent. On a des shunts artério-veineux réels dans la malformation veineuse qui sont provoqués donc par les séquelles de phlébite. Les shunts artério-veineux, vous voyez, c'est donc un signal faible, parce que la communication entre artère et veine est très courte, donc il y a peu de globules rouges qui passent dans l'espace, donc le signal est faible, mais les vitesses sont très élevées. Ça caractérise vraiment le shunt artério-veineux. Et ici, le flux dans la grande saphène qui est artérialisé. Donc, il faut être vigilant et bien faire une corrélation entre l'histoire clinique de la malformation, l'examen clinique et l'IRM. Voilà. Maintenant, un mot quand même sur le Klippel-Trenaunay, qui est donc un syndrome combiné qui associe malformation capillaire, malformation veineuse, tronculaire ou extra-tronculaire, plus ou moins une malformation lymphatique et aussi une asymétrie de longueur et de circonférence du membre. Voilà, donc c'était un mot sur le Klippel-Trenaunay. Donc le Klippel-Trenaunay, pour les codopléristes, c'est l'exploration d'une malformation veineuse avec recherche de composantes tronculaires et de composantes extra-tronculaires. Maintenant, les malformations artério-veineuses, donc à flux rapide. Alors, qu'est-ce qu'une malformation artério-veineuse? C'est une ou plusieurs communications qu'on appelle shunt entre une artère et une veine. Cela conduit à un hyperdébit dans les afférences et les efférences, donc les artères en amont du shunt et les veines en aval du shunt. Et cela provoque une dilatation et un allongement de ces vaisseaux. Pour illustrer, par exemple, ici, un shunt unique, donc pathologique. Normalement, entre l'artère et la veine, vous avez, comme ici, le lit capillaire. Donc, dans le lit capillaire, normalement, il y a une dépense d'énergie importante. Et quand il y a un shunt, cette dépense d'énergie qui est donnée par l'artère va directement dans la veine. Donc, il y a un excès d'énergie dans ce système-là. Et cela provoque une dilatation des artères sinueuses dilatées et la même chose pour les veines. Si vous avez plusieurs shunts, eh bien, vous aurez un magma d'artères et de veines. Alors, ce magma, on l'appelle le nidus. Il comprend les communications artère-veine, mais aussi les afférences et les efférences au shunt. Là, c'est ce que l'on voit en échographie couleur. Donc, vous voyez, on voit cet amas qu'on a vu sur le schéma, et cet amas est formé, vous voyez des accélérations ici. Alors, ces accélérations, cela peut être
des shunts, mais ça peut être aussi des plicatures qui sont donc sténosantes et qui provoquent une accélération. Donc, on ne peut pas affirmer s'il s'agit de shunt à ce niveau-là ou de shunt ou de plicature, en particulier artérielle. Voilà. Là, est-ce que je peux dire si c'est un shunt ou si c'est une plicature? La même chose ici. Regardez, je vais donc vous décrire la méthode que l'on utilise pour localiser précisément les shunts. Ici, un angioscanner. Vous voyez un peu le nidus, à quel point il est étendu. Eh bien, avec la méthode que je vais vous expliquer, on a réussi à localiser très précisément l'emplacement des shunts au niveau du trait noir. Voilà. Le Doppler ne suffit pas pour localiser les shunts, ça permet de voir s'il y a une malformation artério-veineuse. Et si on veut voir précisément où sont les shunts, eh bien, il faut utiliser encore une méthode de décompression, qui sont quand même bien utiles. Alors, les artères à destinée musculaire ont un flux, au repos, ont ce flux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de composante diastolique en fin de diastole. Si vous placez un shunt, eh bien, vous allez avoir un flux diastolique permanent sur l'artère qui alimente le shunt. En aval, en revanche, le flux est normal. Si vous comprimez le shunt, vous allez normaliser le flux dans l'artère qui alimentait le shunt. Si vous comprimez en amont du shunt, la même chose, vous allez normaliser le flux dans cette artère. Si vous comprimez en aval du shunt ici, eh bien, vous allez avoir à nouveau le flux diastolique permanent. Donc, cela permet de localiser relativement précisément les shunts. Avec cette méthode de compression, vous allez comprimer de haut en bas en allant vers la distalité pour le membre, par exemple. Voilà, et vous allez voir que le shunt est situé entre les deux, puisque d'un côté, là, vous normalisez, et ici, quand vous comprimez là, vous avez à nouveau le flux diastolique. Donc, le shunt est entre les deux. Si je fais une compression partielle, c'est-à-dire que je comprime la moitié du nidus, par exemple, des shunts, la moitié des shunts, je vais normaliser le flux dans cette artère, et bon, là, c'est normal. Et en revanche, je vais garder un flux diastolique sur l'artère qui alimente via cette artère les shunts. De plus, si en comprimant une partie des shunts, je vais provoquer une augmentation du débit dans cette branche. Cela peut parfois expliquer les pseudo-récidives des malformations artério-veineuses, parce qu'au moment où vous fermez les shunts principaux, eh bien, vous allez favoriser l'ouverture de ce shunt-là. Hein, donc, vous allez augmenter le débit. Voilà. À condition, évidemment, que tout ça soit en communication. Si le shunt n'est pas en communication avec ce système, ça ne changera rien. Un exemple, il s'agit d'un homme de 40 ans qui a une malformation artério-veineuse de la plante du pied et qui débite à 800 millilitres/minute. Alors, la mesure du débit dans les malformations artério-veineuses se fait comme pour la fistule artério-veineuse de l'hémodialysé. C'est-à-dire, on se met sur l'artère proximale, la plus proximale, celle qui alimente l'ensemble des shunts. On se met avec une correction d'angle à 50 degrés, sur une coupe longitudinale, évidemment, et avec la sonde de fréquence la plus élevée possible pour avoir une très bonne visualisation de la lumière artérielle, pour éviter justement les erreurs de mesure liées aux mesures de calibre. S'il y a une grande variabilité systolo-diastolique de cette lumière, ce qui arrive, eh bien, vous notez sur le compte-rendu que la mesure a été faite en systole ou en diastole, mais il faut le noter. Et de plus, pour connaître le débit, par exemple, dans un membre d'une MAV, eh bien, vous allez faire la même mesure sur le même site, sur le membre controlatéral qui est normal, et vous allez soustraire pour avoir le débit total de la malformation. Alors,
pour cet exemple, j'ai fait des petites vidéos il y a assez longtemps, mais c'est toujours la même chose. Et on décrit 2 étapes dans cette exploration avec compression. Il y a tout d'abord la première étape qui est au Doppler continu ou pulsé sur les axes afférents à distance du nidus. Je vais vous montrer ça sur l'exemple de ce patient. Et la deuxième étape, c'est en mode couleur, on analyse ce qui se passe autour du nidus lors de sa compression. Alors, vous voyez ici, donc j'analyse sur l'artère le flux. J'ai donc un flux diastolique et ici la vidéo. Je vais donc... Là, c'est le flux posité. Là, c'est quand je comprime la cheville, je lâche, je comprime la plante du pied. Je suis donc soit en amont, soit sur les chantres. Ici, je vais comprimer en aval. Ah mince, excusez-moi. Pardon. Et vous voyez, ça ne change rien. Ça veut dire que je n'ai pas de shunt à ce niveau-là. Il n'y a pas de variation de flux. Je suis donc en aval des shunts. Ici, je vais comprimer. Donc, après avoir fait toutes ces compressions étagées le long du membre, j'ai repéré que la compression simplement de la plante du pied va permettre de normaliser. Donc, je sais que la malformation veineuse, regardez, que la normalisation, donc là, je comprime tous les champs. Je relâche, j'ai à nouveau un flux. Vous remarquerez qu'il y a, au moment où je comprime, il y a un flux, c'est le flux veineux. Donc, il faut comprimer et attendre un petit peu, de façon que la chasse veineuse est unie. Voilà, donc là, c'est le résultat de cette première approche. J'ai donc fait un petit marquage, donc je sais que la malformation, que le nidus principal est là, et puis en comprimant un peu plus minutieusement, j'ai l'impression qu'il y a un autre nidus, quelque chose. Le flux varie un petit peu quand je comprime là, dans la poplitée. Donc, je vais passer à la deuxième étape pour essayer d'améliorer justement la localisation, d'affiner la localisation de ces shunts. Et pour cela, donc, je vais rechercher donc les nidus secondaires à plus faible débit que le nidus principal. Et puis, je vais aussi identifier les fausses images de shunt dont je vous ai parlé, qui sont provoquées par les plicatures des afférences et des efférences. Voilà les afférences. Simplement pour vous montrer, je suis gênée par... En fait, Claudine, on reste sur la diapo avec l'étape 1.3 du nidus. Vous m'entendez? Non, tu avais éteint ton micro. Ouais. Parce que j'essaye, le truc que j'ai en haut me gêne, je vais le déplacer en bas. Oui, mais alors le problème... Ouais. Voilà, bon, alors tu m'as dit, on était à l'étape... 1.3. En fait, après l'image est bloquée. Après la première vidéo, l'image est restée bloquée sur la diapo de la vidéo. Ah oui, là, compression du nidus, non? Oui, exactement. D'accord. Vous l'avez vu? Oui, on a La vu. compression, d'accord. Après, on n'a pas vu le marquage. Ah, d'accord. Et là, vous le voyez?
Non, ça reste bloqué sur la diapo de 1.3, compression du nidus. Alors, reprendre le partage, je pense qu'il y a eu un problème à ce niveau-là. C'est bon là? Oui. Là, on a le résultat du première étape, pré-réparage. C'est bon. Donc, c'était ça, hein, d'accord. Donc, le résultat de la première étape, hein, en analysant donc l'artère poplitée, c'est qu'il y a un nidus principal que j'ai objectivé en comprimant la plante du pied et peut-être un nidus secondaire. La deuxième étape va permettre d'affiner la localisation des shunts artério-veineux. Alors, le but de cette deuxième étape, elle se fait en écho-Doppler et le but, c'est de rechercher des nidus secondaires à plus faible débit et aussi d'identifier les fausses images de shunt que sont les sténoses et les plicatures sur les afférences et les efférences. Alors, oui, simplement pour vous montrer quel aspect ça a sur les 3 axes de jambes de ce patient, hein, donc un flux diastolique permanent que l'on voit ici. En mode couleur, voilà, c'est un flux permanent en couleur. Et là, c'est le membre contralatéral normal, mais là, je crois que ça ne marche pas bien. Bon, c'est la courbe qui correspond à ça, et on n'a pas de signal couleur dans la phase en fin de diastole. Simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, le nidus secondaire, je vais regarder si, en explorant, en comprimant le nidus principal, s'il y a un nidus secondaire. Voilà, le nidus secondaire, c'est ça que je vais explorer en mode couleur. Voilà, donc je comprime le nidus principal et vous voyez sur l'image la colorisation. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un nidus qui se majore, puisque les deux sont manifestement en communication, qui se majore lors de la compression du nidus principal. Donc là, j'ai relâché et vous voyez, il débite très peu. J'ai pratiquement pas de signal couleur. Et si je comprime, alors au moment où je comprime, il y a la chasse veineuse, là, je n'en tiens pas compte, mais je maintiens la compression. Voilà, et vous voyez, la couleur augmente. Ça veut dire qu'il y a effectivement un nidus secondaire. Donc, l'autre étape qui va me permettre justement de voir, d'identifier les plicatures, je vous la montre ici. Par exemple, je comprime le nidus et je vais explorer toute la région autour, ici en rétromalléolaire, et vous voyez, je normalise les flux en couleur lors de la compression du nidus. Voilà, et je me promène autour de la compression pour voir si je n'identifie pas d'autres nidus. Donc, quand je relâche, l'hypervascularisation que l'on voit, enfin, c'est lié à l'alimentation et aux plicatures des artères et des veines qui participent au shunt. Voilà, là, je normalise et là, je relâche. Voilà, ça me permet d'affirmer que ce ne sont pas des shunts. Résultat donc de l'exploration, c'est qu'ici, après une exploration un peu détaillée, je vois que le nidus principal est dans le carré plantaire et ici, un nidus secondaire. Quelles sont les limites de l'exploration écho-Doppler? C'est quand le nidus est incompressible, quand il est dans l'os, quand la malformation artério-veineuse est trop étendue et que je ne peux pas comprimer manuellement. Les douleurs peuvent être une limite à la compression. Les artères afférentes qui ne sont pas accessibles au Doppler, ça limite l'exploration. Et la présence d'onyx est un problème pour nous parce que c'est opaque aux ultrasons. Quelques exemples de repérage de nidus. Donc ça, c'est le patient qu'on a vu tout à l'heure. Ici, c'est une femme de 30 ans qui a un trouble trophique et c'est pour vous montrer qu'on peut faire des traitements partiels pour régler le problème de l'hyperpression veineuse. Et dans ce cas-là, on a traité ce shunt-là et ce shunt-là afin d'obtenir un résultat, réduire l'hyperpression, mais on a gardé ces shunts-là parce qu'ils sont difficiles d'accès et que de toute façon, ils ne posent pas de problème par rapport au trouble trophique.
Ici, un homme de 49 ans qui a une malformation artério-veineuse qui débite beaucoup, qui est à 1 litre. Ici, c'est le marquage préopératoire et les shunts sont situés au contact de la diaphyse du premier méta. Donc, le diagnostic positif de la malformation artério-veineuse, ça va être une augmentation de débit dans les artères afférentes qui se traduit par un flux diastolique, une augmentation de leur calibre et leur allongement. Si parfois, ça peut être plus difficile quand la malformation artério-veineuse a été partiellement traitée, la composante diastolique est moins importante sur les artères afférentes à distance du nidus. Donc à ce moment-là, il faut se rapprocher du nidus et analyser les artères plus proches du nidus. Les shunts artério-veineux sont en général multiples et au niveau d'un shunt, les vitesses sont très élevées sur un site très ponctuel avec juste en aval de ce site un flux turbulent qui correspond à la dilatation veineuse. Et le flux veineux est augmenté, plus ou moins pulsatile, et surtout il n'y a pas de composante tissulaire dans les malformations artério-veineuses. Et contrairement aux processus tumoraux, la malformation artério-veineuse est compressible. Quelles sont les complications brièvement des malformations artério-veineuses? C'est l'hyperpression veineuse cutanée qui est responsable du trouble trophique, comme on vient de le voir. Ça peut être l'évolutivité d'une malformation artério-veineuse avec un réveil d'un nidus secondaire si le geste thérapeutique est partiel. Ça peut être une insuffisance cardiaque pour les gros débits. Et voilà, l'ischémie distale et les anévrismes artériels sur les artères qui alimentent ces shunts. Ici, maintenant, je vous parle des malformations, juste simplement, vous m'entendez là? Oui, je pense. Simplement, une petite remarque sur les malformations capillaires artério-veineuses, les CM-AVM 1 et 2, simplement pour vous montrer que l'on peut quand même bien rendre service avec cet examen. Ici, donc ici une malformation, un angiome de la face antérieure, c'est une petite fille, et cet angiome est chaud à la palpation, et on a dans la peau, ici, une hypervascularisation avec quelques shunts artério-veineux. Alors, ces angiomes qui caractérisent donc les CM-AVM se caractérisent par leur caractère chaud, contrairement à... Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Okay. Alors, ce qui est important ici, la même chose, un autre exemple de faux angiome plan, CM-AVM, une hypervascularisation avec des shunts cutanés sous-cutanés. Et ce qui est important en Doppler, c'est de mettre une grosse épaisseur de gel de façon à ne pas comprimer justement cette hypervascularisation. Le diagnostic différentiel des CM-AVM, ce sont les malformations capillaires qui se caractérisent par le même aspect, mais qui ne sont pas chaudes. La température cutanée est normale et on voit ici que la vascularisation cutanée sous-cutanée est normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypervascularisation. Un mot sur le syndrome de Parkes-Weber qui fait partie un petit peu, qui est un sous-groupe de ces CM-AVM. Donc, c'est un syndrome qui associe une malformation capillaire, également artério-veineuse, avec une hypertrophie du membre. Et ce qui est trompeur, c'est que associé à ces malformations artério-veineuses, on peut voir des malformations veineuses tronculaires, notamment la marginale latérale persistante. Donc, on peut confondre avec un Klippel-Tremonnet qu'on a vu précédemment. Donc, ce qui se passe quand on voit un enfant jeune qui présente un angiome plan, froid,
il n'y a pas d'hypervascularisation, donc on pense à une malformation euh, capillaire simplement. Et il peut associer, s'il s'agit d'un Klippel Trenaunay, il peut y être associé des anomalies des troncs profonds, veineux profonds. Et à ce moment-là, on évoque donc, excusez-moi, un Klippel Trenaunay. Donc, en grandissant, il faut que les parents surveillent, les médecins surveillent la température de cet angiome plan. En effet, si l'angiome devient chaud, il peut s'agir en fait d'une malformation artério-veineuse et un Parkes-Weber. En effet, dans les Parkes-Weber, on observe aussi, comme dans le Klippel Trenaunay, des anomalies des troncs veineux profonds et notamment la marginale latérale persistante. Conclusion, donc très schématiquement, les situations que vous allez rencontrer. Vous voyez par exemple un adolescent, un adulte jeune ou un adulte même plus âgé, ça peut arriver. Il présente une zone douloureuse d'un membre ou ailleurs dans le... Ça peut être la paroi thoracique, etc., plus ou moins invalidante, mais il n'y a pas de signe cutané. Il faut penser à la malformation veineuse extratronculaire et demander une IRM en T1, T2. Anou va peut-être vous en parler. Alors, pour vous aider dans le diagnostic Doppler et mieux visualiser les veines des membres, il faut penser, quand vous explorez les membres, placer un garrot à la racine du membre. Ça va vous permettre d'élargir et de dilater les veines. Pour les localisations sous le cœur, vous pouvez examiner le patient debout ou assis. Vous allez avoir une dilatation des veines. Et celles qui sont au-dessus du cœur, par exemple les jugulaires, etc., eh bien, en décubitus strict. Et si vous avez une table basculante, c'est idéal. Vous mettez le patient en train de labo. Sinon, vous vous aidez du Valsalva pendant que vous explorez les veines au-dessus du cœur. On l'a vu, attention, ce n'est pas parce qu'il y a des shunts dans une malformation veineuse qu'il s'agit d'une malformation artério-veineuse. La malformation veineuse, au contact des séquelles de phlébite, vous allez éventuellement pouvoir voir des shunts artério-veineux. Mais vous aurez exceptionnellement une augmentation des flux, une dilatation des artères, c'est exceptionnel. La deuxième situation que vous allez rencontrer, ce sont des varices chez un sujet jeune, ici donc la marginale latérale. Eh bien, il faut vraiment vérifier attentivement l'ensemble des axes veineux profonds du membre et les axes iliocaves à la recherche d'une agénésie, d'une hypoplasie, et qui va contre-indiquer un traitement sur ces varices, sauf si elles sont non suppléantes. Ici, ce n'est pas le cas. Et puis, devant un angiome plan chaud, c'est très simple. Il suffit de poser sa sonde sur la peau, sur l'angiome. Quand c'est une malformation capillaire, là, il n'y a pas d'hypervascularisation. Quand il s'agit d'une malformation artério-veineuse capillaro, enfin CM-AVM, eh bien, il y a une hypervascularisation et des shunts. En conclusion, l'ensemble des malformations vasculaires nécessite une prise en charge globale par une consultation multidisciplinaire composée de cliniciens, radiologues interventionnels, chirurgiens et généticiens. Voilà, c'est terminé. Un grand merci, Claudine, c'était extrêmement clair. Oui. Sur la chance qu'on a au quotidien d'avoir ton expertise, parce que l'avantage, c'est quand même que tu as une énorme connaissance clinique aussi, et je pense que ça peut faire peur aussi à certains doppléristes qui n'ont peut-être pas autant d'expérience clinique et pour qui toutes ces malformations font parfois peur. Mais c'est une vraie collaboration et je trouve que c'est une vraie transversalité qu'on a dans cette consultation de pouvoir bénéficier des expertises de chacun. Mais nous, radiologues et chirurgiens, on est vraiment dépendants de ce marquage que tu peux faire en cartographie. J'ajouterais juste que par rapport aux explorations qui aident également, qui sont anciennement les phlébographies ou les IRM avec des phlébo-IRM, des séquences de phlébo-IRM ou les nouvelles séquences TRIX en IRM et puis également les artériographies. Le grand avantage du Doppler, c'est quand même qu'il peut se faire debout et puis qu'on peut comprimer avec la sonde soit les nidus ou également voir ce qui est supplément ou non suppléant dans les malformations veineuses. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire avec les autres techniques. Et donc, je pense vraiment que les explorations Doppler sont indispensables pour la compréhension de ces malformations. Donc, vraiment, merci. Je ne sais pas si les gens ils ont des questions, probablement, parce que
C'était vraiment très, très bien. Merci. Oui, merci, docteur Massoni. On a effectivement reçu deux questions. Une question qui était arrivée tout au début de la présentation et qui est, je pense qu'il faudrait retrouver à quel moment c'était. Après le geste chirurgical est apparu le problème. Je pense que c'est la toute première diapo et ça a dû être l'ulcération, parce que j'avais rapidement regardé. Je pense que c'est celui que tu as montré également à la fin. Ça doit être l'ulcération. Ah, le pied, le dos du pied? La malformation veineuse qui avait une ulcération et qui a... Ah oui, oui, c'est ce jeune qui a l'hypoplasie. Et donc, Oui, la question était, est-ce que l'ulcération est apparue après la chirurgie? oui, exactement, après le stripping. Auparavant, il n'avait pas de trouble trophique. Mm. Voilà, je le cherche. Il était tout au début, je pense. Il était tout au début? Tout au début, oui. Ah oui, et c'est à ce moment-là que j'introduis les... Ah oui, c'est le tronculaire, pardon. Ok, oui, oui, oui. Oui, c'est peut-être pas clair sur ma diapo. Voilà, voilà, c'est ça. Oui, c'est apparu vraiment après le stripping grande SAFEM. D'où Voilà. vraiment, je pense, cette utilité de ces cartographies. Alors, nous, radiologues, parce que bon, les radiologues, on sait faire du Doppler, mais peut-être pas aussi bien que les angiologues. Cette notion de suppléance, non-suppléance, et puis cet avantage, tu nous fais la photo plus le schéma, plus parfois les coupes axiales. On est vraiment très, très gâtés du Néther. Parfois, c'est mieux que l'IRM et que toute phlébographie. Mais c'est vrai que en pratique, pour savoir qu'est-ce qu'il faut traiter, c'est exceptionnel. Et ça évite quand même des erreurs où on se dit, voilà, si on fait une ligature dans ce sens, chez ce patient-là, il peut y avoir des complications non négligeables. Donc, Voilà, voilà. Alors parfois, par chance, j'ai montré cet exemple-là, par chance, voilà, on a donc là des veines suppléantes, et puis celle-ci qui est incontinente et qui surcharge le bas, et qui, elle, n'est pas suppléante. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Globalement, quand on voit agénésie, hypoplasie des troncs profonds, il faut quand même être très, très prudent, hein, oui. sur les gestes sur le réseau superficiel, hein. Ouais. Alors, quelque chose sur lequel on n'a peut-être pas insisté, et je pense que c'est important, c'est peut-être la durée de l'examen, parce que je Ah pense oui, que ça peut être dissuasif pour certaines personnes. Mais c'est vrai que tu mets quasiment 1 heure, je pense, hein, oui. par. En fait, je compte 1 heure par patient. Oui, Donc, c'est oui, vrai que alors, c'est forcément facile à libérer hein, ce temps pour. oui, oui, je comprends que ce ne soit pas simple. Et alors, par exemple, la recherche sur la malformation capillaire, l'angiome cutané, ça c'est très simple, toutes ces choses-là, c'est très simple. Mais dès que ça devient de la malformation veineuse tronculaire, bon, bah, il faut être un peu minutieux. Voilà. Et évidemment, les patients que j'ai montrés, là, c'est des formes très diffuses, etc. Mais enfin, par exemple, la malformation veineuse extratronculaire du mollet qui est dans le solaire ou le gastronémien, bon, bah, ça, c'est beaucoup plus rapide. Mais bon, c'est vrai, quand il faut commencer à regarder le nerf sciatique, voir si un nerf n'est pas impliqué, au membre supérieur aussi, enfin, ça devient un peu plus minutieux et on est aussi appareil dépendant. Oui. Ouais. Alors, pareil pour le nerf, on n'a peut-être pas assez insisté. Je pense que c'est pareil, c'est hyper important à rechercher dans les malformations veineuses extratronculaires ou tronculaires, parce que même pour les radiologues, quand on fait des scléroses, le fait d'avoir un nerf qui est envahi par une malformation veineuse, eh ben, il faut se méfier quand on fait la sclérose sous fluoroscopie. Bien sûr, toujours regarder s'il y a un passage dans la circulation générale, mais ça peut parfois nous dissuader à vouloir faire une sclérose chez ces patients qui ont un envahissement du nerf Oui, par oui, la oui. formation. Hein. Oui, ça incite à la prudence. Donc, moi, j'avais une question, s'il n'y en a pas d'autres, juste sur les malformations artério-veineuses. Quand tu recherches le nidus principal et le nidus secondaire, est-ce que c'est la taille de l'index de résistance qui te fait penser que c'est plutôt le secondaire ou c'est vraiment une diminution du flux dans l'artère afférente?
comment tu Alors, quand je suis par exemple là sur le patient que j'ai montré sur l'artère poplitée, en fait le nidus secondaire il n'était pas perceptible au niveau de la poplitée. C'est-à-dire que je normalisais le flux dans la poplitée quand je comprimais le nidus principal. Donc en fait, dans ces cas-là, soit c'est la deuxième étape que j'ai décrite, tu vois, je comprime le nidus principal et je tourne autour. Ah, et tu regardes si le flux est à l'intérieur de... Voilà, si j'ai encore un flux et ça me permet de distinguer si ce sont des shunts. Tu vois, pendant la compression, je tourne autour du nidus principal avec la couleur. Et alors, la première étape, c'est, tu sais, tu fais une chasse veineuse. Bon, il ne faut pas tenir compte de ce premier moment, mais tu comprimes, tu continues à comprimer et tu explores en couleur tout autour. Tu vois, un moment dans le film, je mets en rétromalléolaire parce que ça illustre bien et je suis comme ça. Et donc, c'est là que je vois le nidus secondaire parce que quand j'ai appuyé, au bout d'un certain temps, ça a éclairé justement là où il y a le nidus secondaire. Mais c'est vrai que sur l'artère poplitée principale, j'avais pratiquement pas de traduction. Ce que j'aurais pu faire, ce que j'ai peut-être fait, je ne sais pas, c'est descendre en me mettant sur les axes de jambes. Parce que du coup, le flux diastolique est plus sensible, tu vois. Tu vois plus facilement quand tu es les flux diastoliques pour les fistules à faible débit, c'est quand tu es près des shunts que tu vas avoir le flux diastolique. Si tu es sur une grosse artère, tu n'auras pas de flux diastolique ou très peu. D'accord. Pour la face, par exemple, c'est un peu ce qui se passe. Oui. C'est souvent sur la carotide externe, enfin pour les petites malformations artério-veineuses, sur la carotide externe, par exemple, si c'est une faciale, tu n'as pas de modification vraiment de flux. C'est seulement quand tu vas te mettre sur l'artère faciale que tu vas avoir un flux diastolique. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a reçu une autre question. Est-ce que les shunts artério-veineux post-phlébite restent présents à vie ou finissent par disparaître? Et si oui, au bout de combien de temps? Alors, en fait, je me suis rendu compte que au début, je pensais d'abord le mécanisme du shunt artério-veineux dans la malformation veineuse. Au départ, je pensais que c'était les caillots qui étaient dans la malformation veineuse qui sont hyper vascularisés et dedans, effectivement, il y a des microshunts. Donc, ça entraîne une augmentation du débit artériel. Ça, c'est un mécanisme. Donc, pour répondre à la question, je ne sais pas. Déjà pour ce mécanisme-là. Pour l'autre mécanisme, c'est les séquelles de phlébite dans la malformation veineuse qui est souvent en lien très étroit avec les artères de voisinage. Et lors du processus inflammatoire, à mon avis, il y a des ruptures artérielles qui vont dans la veine. Et là, dans ces cas-là, je ne vois plus de thrombus, je ne vois plus de caillots, mais j'ai les shunts artério-veineux. Et l'avenir de ces shunts artério-veineux, je ne les connais pas non plus. Voilà, je ne peux pas répondre en fait. Mais quand un shunt est en place, il est rare qu'il disparaisse, surtout si je l'ai détecté dans la malformation veineuse. Mais bon, en fait, je ne sais pas. Oui, je pense qu'il y en a certains qui se résorbent. Oui, Et globalement, c'est vrai que c'est difficile à répondre là. Si la question c'est comment est-ce qu'on peut faire le diagnostic dans ce cas-là, je pense que c'est vraiment l'association de la clinique, de l'IRM et du Doppler. C'est pas le Doppler seul on peut avoir un doute hein, sur le côté, le fait qu'il y ait cette communication. Après, c'est parce qu'il y a des poches aussi autour, qu'il y a des phlébolites, du thrombus, etc. Mais je comprends que parfois le diagnostic peut être difficile. On a beaucoup de patients qui sont adressés pour suspicion de malformation artério-veineuse à haut débit, mais au fait, tout le reste nous fait signer qu'il s'agit quand même d'une malformation veineuse. Et je pense qu'il y avait une autre question encore. Non, quelqu'un avait. Je crois que c'était une question par rapport à la première question et à votre réponse, où la personne disait donc nous devons être plus pertinents avant tout streaming. Oui, voilà, oui, ça c'est vrai. Et c'est pour ça aussi que j'ai parlé dans les tronculaires, euh, parce que ça se voit des agénésies ou des hypoplasies, par exemple, de la jonction fémoro-poplitée, parce que c'est une zone qu'on
qu'on n'explore pas bien et il faut vraiment regarder à ce niveau-là. Alors souvent, ça se passe finalement assez bien quand il s'agit juste de cette anomalie-là, hein, l'hypoplasie au niveau fémoropoplité, parce que souvent, il y a une suppléance profonde qui relie la veine poplitée à la veine fémorale profonde. Voilà. Donc souvent, ça se passe bien. Les hypoplasies des fémorales superficielles, on en voit régulièrement chez les patients bilantés pour des varices ou une recherche de phlébite. Et il y avait une question, je pense, où on peut consulter Dr Massoni. Elle a un cabinet dans le 16e arrondissement, Centre Chalgrin, et elle consulte également avec nous un mercredi par mois, je dirais, hein, voilà, à la consultation de la Riboisière multidisciplinaire. J'espère qu'il y aura une succession. S'il y a des angiologues très motivés qui veulent venir apprendre, ils sont bienvenus en consultation et chez Claudine Massoni. Bon, bah, s'il n'y a pas plus de questions. Ouais. Non, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Merci beaucoup, Dr Massoni, pour cette présentation et pour vos réponses aux questions. Merci beaucoup à vous. Et puis, bonne soirée. Oui, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.